Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va couper le son quand même. Voilà, ça sera un peu mieux. Donc, bonsoir. Eh bien, bienvenue pour cette édition des Mercredis de l'Espoir, consacrée à un sujet un peu particulier aujourd'hui, hein, qui n'est pas usuel, je dirais. Mais avant cela, une petite introduction déjà sur les inscriptions sur le site. Parce qu'en fait, moi je vous appelle évidemment à ceux qui sont intéressés par cette initiative à s'inscrire sur le site 1p6r.org, bien sûr. Alors il faut bien savoir que, si on voit ce qui se passe sur le site, hein, je vais essayer de l'afficher. En fait, pour s'inscrire, pour vous connecter, il y a le menu qui est dédié à ça, hein. Par exemple, ici, dans cette version, on voit ici, on a... Bon, là, je suis connecté, par exemple, hein. Bon, je vais me déconnecter. Et donc, à partir de là, si vous êtes déconnecté, alors vous pouvez vous inscrire. Bon, moi, je suis évidemment déjà inscrit sur le site. Vous pouvez vous connecter. Si vous vous inscrivez, vous mettez votre nom, prénom, non inscrit. Bon, ça, c'est pas des champs obligatoires, hein. Ceux qui sont obligatoires, vous voyez un petit bonhomme qui est un peu plus foncé, là. Et vous avez un pseudonyme, et en fait, vous êtes totalement anonyme. C'est-à-dire que seuls les gens, c'est une partie privée du site, évidemment, et vous n'êtes pas exposé au public du tout. Donc, ça vous permet de partager, donc de recevoir des mails et d'avoir accès à la partie privée du site, de recevoir des mails sur ce qui se passe dans l'initiative, et également de pouvoir discuter entre nous dans un espace qui s'appelle l'Agora. Et donc de regarder les publications qui vont être faites, etc., un peu en avance de phase. Et voilà, pour échanger des avis et compagnie. Et donc, ce qui est simplement affiché, c'est votre pseudonyme. Donc, le pseudonyme, que vous pouvez changer, évidemment, que vous pouvez mettre. Bon, il n'est pas mis à jour en temps réel, le pseudonyme, mais voilà. Donc, inscrivez-vous sur l'initiative. Ce n'est pas du tout, vous ne serez pas exposé publiquement, voilà, ça vous engage juste à rien, en fait. C'est juste une volonté de s'inscrire dans cette démarche et d'y participer, hein. Voilà. Donc, n'ayez pas peur de vous inscrire. Il n'y a pas d'obligation. Voilà, c'est déjà rien que participer au débat et participer à cette action, c'est déjà important. Voilà, ça c'était une première chose que je voulais dire. Alors, là, voilà, on va faire une transition. Je vais revenir à l'écran. Alors, il y a une deuxième chose que je voulais dire avant de commencer le cœur du sujet, c'est il y a eu l'initiative legouv.fr, hein, bon, qui est une des nouvelles initiatives, hein. On parle des initiatives qui fleurissent en ce moment. Donc le Gouv en est une, donc avec quelques personnalités, je dirais, assez connues malgré tout. Donc, et à ce sujet-là, il y a une interview notamment de Jacques Nikonov qui est assez intéressante, qui est parue le 3 juin sur Spoutnik, sur le blocage justement de l'élection présidentielle. Bon, je vous en reparlerai à la fin de cette séance des mercredis. Un autre point que j'aimerais évoquer aussi un peu, c'est un aspect de la barbarie, hein, pour ceux qui ont suivi les séances sur la barbarie. Il y a un aspect de la barbarie que je n'ai pas évoqué et qui pourtant est un des plus, moi, que je trouve assez horrible, c'est tous ces égorgements. C'est-à-dire là, par exemple, le 6 juin, il y a eu un mort, une personne âgée qui a été égorgée dans la rue par un groupe de 3 personnes suite à une altercation dans la rue. Donc il a été égorgé, la personne. À Nancy, le 13 janvier, pareil, un homme égorgé dans la rue également. Et puis rappelez-vous, en 2017, à Marseille, 2 jeunes filles de 17 et 20 ans quand même, égorgées également sur le parvis de la gare de Marseille.
Pour moi, c'est... Enfin, après, voilà, et voilà, moi, c'est quelques exemples, malheureusement, des exemples, mais c'est horrible, quoi. Au-delà de la volonté de tuer, il y a une manière salissante de le faire, comme une manière de renforcer son crime, de l'affirmer. Et ça, c'est vraiment la barbarie. C'est-à-dire, je suis un barbare et je le revendique. Et vous voyez dans quelle époque nous sommes arrivés? En pleine rue, hein, des gens, en pleine rue, une altercation, égorgée. Voilà. Voilà, c'est ça la barbarie. C'était un des aspects que j'avais pas évoqué jusqu'ici, mais quand même, qui est tellement barbare, quand même, pour le dire, que je me devais d'en parler. Enfin, il fallait que j'en parle. Donc, voilà les aspects de la barbarie. La barbarie qui va aller de plus en plus en grandissant, malheureusement. La seule option, moi, enfin, peut-être qu'il y en a d'autres, hein, on ne sait pas, hein, je n'ai pas la science infuse non plus. Mais je crois que la seule option, justement, vraiment qui permet d'en sortir, c'est vraiment un PCCR, une perspective de la 6ème République, parce que la 6ème République, c'est donner, qui est proposée là, c'est vraiment donner un nouvel élan et vraiment une nouvelle direction. Hein, c'est ambitieux, c'est pas juste on va changer trois choses, on va plus avoir de président, on va avoir le Sénat avec moins de membres, etc. Non, c'est quelque chose, c'est autre chose, c'est une autre vision, c'est un départ civilisationnel. Et c'est précisément un petit peu voilà, le sujet de ce soir, hein, des mercredis de l'espoir, c'est qu'en fait, il ne s'agit pas simplement de dans la, de changer deux, trois choses. Changer deux, trois choses, ça ne suffira pas. On n'en est plus à ce stade-là. Et les projets qui sont en cours, et ce qui se passe, hein, bah, on peut le voir sur l'écologie, etc., ça ne sera pas à la hauteur. Si on ne change pas radicalement et profondément d'orientation, ça ne suffira pas. Ça ne veut pas dire qu'on fait des choses révolutionnaires pour autant, mais il faut avoir une vue, une perspective. Après, c'est que des moyens. Donc, et un des moyens, justement, hein, c'est justement la nécessité d'un mythe fondateur. Parce que justement, si on a un peu, quelque part, c'est comme un redémarrage civilisationnel. Donc, c'est un peu, on construit, il faut construire une nouvelle civilisation. Parce que là, on part vers la barbarie, on part vers la décadence. Hein, Michel Onfray, il a fait un livre hein, qui s'appelle Décadence, c'est pas pour rien. Hein. Donc les gens lucides, et puis bon, il y a plein de gens lucides, hein, les gens qui parlent la théorie de l'effondrement et tout ça. Hein, voilà, c'est pas une vue de l'esprit ainsi. Hein. J'ai déjà eu l'occasion de le démontrer. Donc, et pour s'en sortir, on ne s'en sortira pas avec du maquillage, etc. Non, il faut vraiment donner une impulsion, parce que les ennemis sont très forts, parce qu'ils sont complètement dans leur modèle, et malgré les crises, il y a quelque chose de vraiment symptomatique, c'est-à-dire on a le libéralisme qui va de crise en crise, des crises qui sont de plus en plus profondes, mais au lieu de changer le logiciel, ils disent ah ben non, continuons et appuyons encore plus sur l'accélérateur. C'est juste des fous, quoi. C'est juste des fous, des gens complètement aveugles qui sont omnubilés par leur profit et par leur petite vie, quoi, leur égoïsme. Donc c'est ça il faut renouveler. Et donc ça passe par des aspects politiques, mais il n'y a pas que des aspects politiques, il y a des aspects civilisationnels. Et la nécessité d'un nouveau mythe fondateur, c'est ça. C'est, en fait, il faut aussi donner une perspective à la civilisation, parce que les gens, il faut aussi qu'ils aient un espoir, qu'ils aient une vision de vers quoi on veut aller dans tous les domaines de leur vie. Hein. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, quelque part, on pourrait se dire, et je vais me remettre peut-être en... Voilà. Quelque part, on pourrait se dire, c'est une bien étrange idée. Je suis peut-être un petit peu haut, non ça va. C'est une bien étrange idée de vouloir parler d'un mythe fondateur.
on peut dire que c'est quand même pas quelque chose de très fréquent en politique. J'ai jamais entendu Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, ou, bon, on parle pas de Macron évidemment, parler de mythe fondateur. C'est pas du tout dans le logiciel politique habituel. Or pourtant, il y a plein de dimensions dans la vie. Et la dimension sentimentale, la dimension humaine et la dimension des relations entre les hommes et les femmes est quelque chose de fondamental et de très important dans la vie de chacun et dans la vie des familles, etc. Donc un mythe fondateur, c'est un mythe fondateur justement civilisationnel si on veut réellement s'en sortir. Donc c'est une étrange idée, mais c'est pas une si étrange idée que ça. On va le voir au fur et à mesure de cette présentation. Alors, déjà, nous avons besoin de mythes. Parce que toute civilisation, euh, et là je pense qu'on est à un tournant majeur justement civilisationnel, et il y a des mythes fondateurs. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, derrière ces mythes, derrière cette description, derrière un projet social, en fait, et réciproquement, j'ai envie de dire, derrière ces mythes se cache un projet social. C'est-à-dire, ça va vous raconter une histoire, mais qui est structurante de ce vers quoi on veut construire, ce vers quoi la civilisation doit s'orienter. Et donc, d'une manière non pas simplement politique, sans dire les choses explicitement, mais c'est l'expression d'un projet social. Et qui en donne un exemple de ce projet civilisationnel au travers justement des rapports intimes, parce que nous sommes constitués, et c'est très important, les rapports intimes, c'est ce que nous vivons au quotidien. On ne dit pas que... Et donc, en le suggérant, c'est-à-dire pas en le rendant explicite, mais ça suggère en donnant des exemples, un exemple alors concret entre guillemets, parce que ça reste un mythe, ça reste un peu une légende, ça reste une histoire qui est racontée, mais quelque chose qui est du domaine de l'intime, du domaine de l'émotion et du domaine des sentiments, surtout. Et donc, on va au-delà de l'explication politique rationnelle, on parle aussi au cœur, en fait. Voilà, c'est parler au cœur et à l'âme. Donc, définir un rapport, et voilà, et ce mythe définit un rapport amoureux, je dirais, apte justement à créer et à faire qu'une civilisation progresse et se reproduise. Parce qu'une civilisation, c'est ça, c'est quelque chose qui se crée et qui se perpétue. Alors, c'est pourtant quelque chose d'indispensable. Et effectivement, c'est indispensable aujourd'hui parce que pour échapper à la barbarie qui nous guette, et vous avez vu l'exemple que j'ai évoqué tout à l'heure, et pour ouvrir un avenir, donc voilà, c'est les deux choses, c'est échapper à quelque chose et ouvrir quelque chose. Voilà. C'est autre chose, c'est forcément différent de ce qu'on a avant, et donc c'est indispensable parce que sinon, comment est-ce qu'on peut tracer une voie qui parle à tout le monde? Comment est-ce qu'on peut tracer une voie pour espérer, pour ouvrir justement un espoir? Donc, un nouvel espoir, il nous faut un nouvel espoir, un mythe qui justement nous permette de s'inscrire dedans, de l'imiter, de s'inspirer de ce mythe pour justement dire ah bah voilà, ça c'est ce qui se passe dans ce film, ce qui est raconté dans ce livre, cette personne-là, je m'identifie à elle et j'ai envie, alors voilà, c'est jamais du 1 pour 1, c'est jamais une transposition directe, mais j'ai envie de m'inspirer de cette héroïne de roman ou de cette aventure. Et ça, et là, on passe vraiment des messages importants et des messages concrets et qui parlent et qui sont... donc, là, ce qui est curieux, c'est justement la légende. En fait, c'est ce qui parle le mieux au concret. Les hommes, les femmes et les hommes en ont besoin, évidemment, parce que... voilà, comme j'ai cité Michel Clouscar, hein, qui est un des philosophes, je dirais, de base de l'initiative, vous le savez si vous suivez l'initiative depuis un certain temps. Il s'agit de proposer un nouvel horizon pour la vie humaine, à la fois concret et spirituel. Donc concret, bah, c'est ce qu'on fait habituellement dans les mercredis de l'espoir, justement en expliquant comment ça va être fait, les options qui sont prises, pourquoi est-ce qu'on les prend, etc., le réalisme, etc. Mais aussi une dimension spirituelle, et c'est une des dimensions spirituelles, c'est justement les relations
entre les hommes et les femmes. Mais il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres dans le projet. Et donner à la fois un horizon avec cet aspect spirituel et concret. Et rien de possible, de toute façon, ce qu'il faut bien se compte, si on veut changer durablement les choses, rien n'est possible durablement, profondément, sans un mythe fondateur, justement, qui exemplifie et qui, quelque part, confronte à une histoire, fût-elle légendaire, fût-elle une fiction, à un exemple concret. Et c'est comme si on déroulait le film de la nouvelle société et de ce vers quoi on veut aller. Donc, parce que voilà, hein, ce qu'il nous faut, c'est soulever des montagnes. On est quand même face à des difficultés considérables. Euh, nous sommes tout petits et voilà, il y a une montagne à relever. Mais, vous voyez, moi, je suis confiant parce que malgré tout, j'ai confiance dans la démarche. J'ai confiance justement dans ce qu'on met en place, les éléments qui font qu'on peut faire quelque chose. Parce que si, comme je disais tout à l'heure, si c'est pour changer 3 petites bricoles, de dire oui, on va les payer moins, ou on va diminuer le nombre de députés, celui-là on va le surveiller. Non, ça suffit pas. C'est pas à la hauteur. On n'est pas à un niveau de crise comme ça, on est à un niveau de crise majeur, on est à une crise civilisationnelle, et il faut donner une autre orientation. Donc moi je ne suis pas inquiet du tout sur ça, parce que je sais que la perspective qui est tracée, elle servira de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Alors, prenons un exemple. Prenons l'exemple, justement, comme on dit tout tournant civilisationnel et à un mythe fondateur, les libéraux libertaires, qui nous mettent aujourd'hui dans cette situation, qui sont au bout de chaîne, je dirais, du capitalisme, hein, au fond, mais qui nous mettent dans cette situation de décadence et de descente vers la barbarie, ils ont aussi un mythe fondateur, hein, donc on va voir que c'est un mythe quand même destructeur en soi. Hein. Alors, et ce mythe fondateur, moi je pense l'avoir identifié, mais bon, il n'y en a pas forcément qu'un, hein, mais un des majeurs, c'est le film Emmanuel. Donc peut-être les jeunes, ça leur parlera peut-être pas beaucoup, mais c'est le film Emmanuel qui est sorti en 1974. Donc c'est un mythe qui est sorti dans la foulée de mai 68. Hein. Donc pourquoi? Parce que à l'époque, c'est un film qui a fait 50 millions de spectateurs dans le monde entier. Un film français qui a fait 50 millions de spectateurs dans le monde entier. C'est un succès absolument hallucinant, quoi. Ce film est resté 10 ans à l'affiche en France, avec près au total de 9 millions de spectateurs. Donc c'est vraiment un événement voilà, très très lourd, quoi, très très important. Voilà, pour un film un peu spécial, enfin, vous voyez, qui n'est pas un film ordinaire, comme on va dire Star Wars ou un truc comme ça. On n'est pas dans le domaine comment dire, du divertissement. Hein, on n'est pas du tout dans le domaine du divertissement. Ou du film comique, si vous voulez, quoi. Donc, le mythe, il y a un projet social. Et donc, donc voilà, on a énoncé quel était l'exemple de mythe. Quel était le projet social? Donc déjà, la première chose, c'est un parfum de scandale. Un parfum de scandale, justement, donc qui fait aussi qu'il y a beaucoup de gens, donc, qui renforce ce succès, parce qu'il y a plein de gens qui ont refusé le scandale. Et non, il y en a qui ont plongé dedans, justement. Et donc ça correspond quoi comme projet social? C'est la culture de la transgression. Voilà, c'est très important, c'est-à-dire de l'opposition, c'est-à-dire les interdits, la morale, etc. Il fallait absolument transgresser et être en opposition par rapport à ce qui faisait la société depuis toujours, on va dire, quasiment, quoi. Parce qu'il y a des concepts moraux qui sont même qui précèdent le capitalisme. Et donc, c'est une culture de la transgression. On va voir pourquoi hein, il y a cette culture de cette transgression, et c'était quoi derrière ce projet, le projet social. C'est un projet, déjà en soi, assez destructeur. Donc, après, une deuxième caractéristique, érotisme chic. C'est-à-dire que, érotisme chic, c'est-à-dire, on est quand même dans le domaine où l'argent est important, où l'argent est loi, et reste roi, et on est dans l'érotisme, on n'est pas dans la pornographie non plus, donc avec des limites, voilà.
on reste entre gens, je dirais, bien élevés, je ne sais pas si c'est le bon terme, enfin vous voyez ce que je veux dire, mais aisés et dans un certain entre-soi quand même. Donc ça pose aussi les limites on ne va pas se mélanger avec le peuple, hein, soyons clairs. Après ça, les décors exotiques, ça c'est très important aussi, puisque c'est aussi l'époque du tourisme, du début du tourisme lointain. Hein. Bah après, un des autres, une des conséquences de ça, c'est bah, le Club Med, hein. Avec toutes les aspects sexuels qui en découlent, et échangisme, etc., etc. Et dans une dimension tourisme lointain, c'est-à-dire on se met très loin, et puis bah voilà, on fait un peu ce qu'on veut, et voilà. Donc ça fait partie aussi du développement du tourisme de masse et du tourisme de masse mais lointain. Et sans doute enfin, une des dimensions aussi les plus importantes encore, c'est le sexe sans sentiment. C'est-à-dire, alors jusqu'ici, le sexe était toujours lié plus ou moins à des sentiments. Hein. On part dans les cas de viol, justement. Mais on est dans la pure consommation. C'est-à-dire, c'est la société de consommation qui doit se mettre en place. Eh bien, le sexe se consomme comme autre chose. Donc, on est dans la consommation, dans l'individualisme, donc pour soi, on consomme pour soi, on n'est plus dans le partage à deux, et on objectifie l'autre. L'autre, ça devient un objet dont on se sert pour satisfaire son désir, sa pulsion. Voilà, on bascule dans la société du désir. On n'est plus dans une société structurée qui a des valeurs et une certaine morale, et on ne parle pas encore moins d'éthique, hein, mais voilà. Et on veut absolument ça, on veut transgresser tout ça pour justement consommer, 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 rentrer dans la société de consommation et consommer à outrance. Et voilà le projet social qui est derrière ça. Hein. C'est pour ça qu'il y a cette culture de la transgression, pour donner en fait un nouvel espace de consommation, de nouvelles frontières, je dirais. Encore une autre entreprise créée à l'époque. Voilà. Et donc, notion qui va avec le sexe consentant, donc le mariage lâche, ce qu'on appelait les couples libérés, etc. L'absence d'enfants, c'est-à-dire, bon, on s'en fout des enfants, donc on n'est plus dans un projet civilisationnel. Si on fait plus d'enfants, bah, quelque part, c'est qu'on ne se projette pas dans l'avenir. C'est-à-dire qu'on vit pour aujourd'hui, et puis le reste, on s'en fout, quoi. On n'a plus de projet de société, on ne fait plus société, on ne fait plus peuple, quelque part. Et ça passe aussi par la destruction de la famille, évidemment, puisque si vous n'avez plus d'enfants, bah voilà, vous n'êtes plus vraiment dans une famille, quoi. Bon, heureusement, la résistance des gens de la vie est forte quand même et empêche ça. Mais voilà le projet qui est quand même derrière ça, si vous voulez. Hein. Il y a plein de gens qui se sont inscrits là-dedans et qui maintenant se retrouvent seuls comme des rats morts, j'ai envie de dire, à 50 ans ou 60 ans, et qui n'ont rien vécu et qui se retrouvent seuls, hein, et qui passeront leur vieillesse seuls, et qui auront passé leur vie seuls. Ça donne pas envie. Mais voilà, ça c'était le projet social du libéralisme libertaire. Et donc, bon, il n'y a pas qu'un seul mythe, hein, voilà, il y en a d'autres. On a notamment promu tous les livres du Marquis de Sade ou des Fleurs du Mal et tout ça. Alors que le Marquis de Sade, c'est juste un pédophile et un sadique. Enfin, le mot vient de là d'ailleurs, hein, sadique. C'est-à-dire sadique, c'est celui qui prend du plaisir à faire du mal aux autres. Voilà ce qu'on valorise quand même. Voilà la société libérale libertaire. C'est de ce monde-là qu'il s'agit de sortir maintenant. Voilà, l'ennemi, il est posé. Et la vie de Macron, elle n'est pas anecdotique à ce propos. Parce que le fait de sa vie telle qu'elle est, sans enfants, on parlait par exemple de sans enfants, etc., ben voilà, Macron en est une illustration, un exemple, une incarnation. Ce n'est pas un hasard, si vous voulez. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc, s'il s'inscrit complètement dans ce mythe libéral libertaire. C'est donc un représentant tout à fait pertinent, entre guillemets, hein, mais représentatif en tout cas. Alors, les mythes et la société. Alors, il y a, voilà, il y a deux catégories séparées euh, dans la société, des hommes. C'est d'une part
l'amour, donc ce qui relève de l'intime, du privé. Hein, généralement, on ne s'expose pas. Hein, et l'amitié, bon, c'est le terme le plus qui est employé par Kluskar, donc je l'ai repris, hein, qui est plus exposé, qui est plus public. Hein. Mais ça va au-delà de l'amitié, on l'entend, c'est la relation avec les gens avec lesquels on partage, bon, avec une amitié, on va dire, plus ou moins forte. Quoi. Mais ces deux catégories qui sont séparées, qui sont l'amour, l'intime, le privé, et l'amitié, l'exposé, le public, se retrouvent unifiés dans une seule personne à la fois, puisqu'on est ça. On est à la fois, on a une dimension intime, on a une dimension privée, une dimension publique également qu'on expose à tout le monde. Hein. Voilà. On a en une seule personne, on a cette dualité en nous. Donc, à la fois, donc, on est sujet, hein, pour le dire un peu autrement au niveau social, justement, on est à la fois sujet de la société, mais on est aussi citoyen. Voilà. Donc ça, c'est pour poser un petit peu le décor, justement, le mythe et la société. Et donc, si, ça c'est ce qu'a proposé Michel Kluskar dans Refondation progressiste, qui est son dernier ouvrage, justement, il pose, en fonction de l'époque, en fait, les dimensions de ce qu'on va trouver en termes d'amitié, donc de politique, hein, quelque part, et en termes d'amour, c'est-à-dire en termes de mythe. Donc on va retrouver, donc, pour l'Antiquité, la République de Platon dans le domaine politique et le banquet, dans le domaine du mythe et de l'amour. Voilà, donc là, Tristan et Isolde pour la féodalité, et pour la modernité, le contrat social et la nouvelle Héloïse. Voilà. Donc, voilà, c'est le tableau, je dirais, extrait. Hein, donc, c'est pas moi qui. Je l'aurais pas construit forcément exactement comme il l'a fait. Mais voilà. Voilà à chaque époque, en fait, correspond justement. Bon, là, on pourrait décliner hein, avec ce que je viens d'amener avec Emmanuel et le libéralisme libertaire. Voilà. Chaque époque et chaque tournant civilisationnel porte à la fois sa dimension politique, sa dimension contrat-social et sa dimension mythique. Contrat social dans le domaine du privé et contrat social quelque part, enfin, et contrat social dans le domaine du public et mythe dans le domaine de l'intime et du privé, mais qui se correspondent. Alors, maintenant que j'ai planté un petit peu le décor de pourquoi est-ce que je parle de ça et de pourquoi c'est important dans une dimension politique d'avoir cette chose, parce que nous sommes, hein, je le rappelle, on est cette dualité, on est à la fois citoyen et sujet, on a à la fois une dimension intime et publique. Et les deux choses se rejoignent dans l'homme et dans la femme, fatalement. Donc, alors, quel mythe maintenant pour maintenant hein. Donc, bon, pour définir un mythe, je dirais qu'on a besoin justement, on est dans un autre domaine, on est dans le domaine artistique, typiquement. Et donc, on a forcément besoin d'intellectuels, mais d'intellectuels pas au sens économiste ou philosophe. Enfin, philosophe, ça peut, éventuellement. Mais d'intellectuels, de romanciers, des poètes, des auteurs de livres, des cinéastes pour faire de films, etc. On voit qu'Emmanuel, c'était un film, par exemple. Voilà. Il faut des gens, des artistes qui viennent à la rescousse et qui aussi aient envie de s'engager dans cette refondation civilisationnelle, dans ce nouveau départ, dans ce nouvel espoir. Hein, c'est une dimension très très importante. Et on a besoin d'eux parce que, bah, évidemment, alors, ce qui peut les attirer, outre le fait d'être concernés par le fait de ne pas avoir envie d'aller vers la barbarie, je pense que ça concerne quand même pas mal de gens, ça peut être aussi l'occasion d'une forme originale. C'est-à-dire, un mythe, justement, enfin, il a d'autant plus de force qu'il dessine un nouvel avenir, et donc, du coup, il appelle aussi bien souvent une nouvelle forme. Hein. Vous voyez, La Belle et la Bête, ou des choses comme ça. Voilà, ce genre de mythe appelle des formes un peu comme ça, qui sont mythiques, qui sont épiques, justement. Et donc, bah, peut-être, c'est peut-être l'occasion de faire... bon, moi, c'est des idées que j'ai comme ça, mais j'en sais absolument rien, à vrai dire. Hein, c'est pas... Voilà, de faire, par exemple, un mélange de médias, un mélange de vidéos, de dessins, de voix off, d'animation. Je ne sais. Voilà. Ces auteurs, ces artistes qui savent ça. Mais
voilà, c'est certainement une occasion, c'est pas comme quand vous faites un téléfilm ou un film policier, etc. Vous voyez, là, ça appelle une forme originale, parce que c'est un nouveau départ, quelque part. On propose une nouvelle voie, un nouveau départ. Donc, proposer aussi une nouvelle forme, c'est vraiment le bon moment pour le faire. Ça appelle à ça. Mais aussi, ça peut être dans un domaine différent. Vous voyez que c'était un film, mais ça peut être, par exemple, dans le domaine de la science-fiction, de l'anticipation, du fantastique, de l'héroïque fantasy, plus peut-être dans un aspect peut-être retour à la nature, ou très connecté à la nature, ou écologique. Vous voyez, voilà. Ça peut aussi se passer dans différents univers, des univers qu'on n'imagine pas, forcément, qui n'étaient pas usuels, je dirais, dans les mythes du passé, en tout cas. Bon, mais vous l'aurez compris, ce n'est pas mon point fort. Donc, moi, j'ai clairement besoin d'aide pour mettre ça en place. Donc, je dirais, moi, il y a vraiment un appel à candidature hein, dans les gens qui vont regarder cette vidéo et qui se sentent, qui connaissent qui sont soit eux-mêmes directement des artistes et qui sont intéressés par la démarche, une perspective, la Sixième République, mais qui sont intéressés aussi par ce rebond civilisationnel, donc, ou des gens qui connaissent, hein, qui sont à la fois intéressés, et puis, ou qui ont envie de s'investir, qui ont été artistes, qui ont fait des choses par le passé, et qui ont envie peut-être de s'investir dans dans une dimension mythique, dans une dimension artistique, dans l'initiative, donc dans une dimension complètement différente. Je ne parle pas de mots culturels, parce que culturel, quelque part, c'est la répétition de quelque chose. Là, on est sur quelque chose, on démarre quelque chose, on part là, il s'agit de changer de trajectoire, donc c'est au-delà de la culture. La culture, on va la créer là, justement. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose il faut créer une nouvelle culture. Hein. Et à partir de là, voilà, cette culture va se. Mais il faut qu'il y ait ce mythe fondateur au départ pour créer cette nouvelle culture. Donc vraiment tous les gens qui se sentent plus à l'aise que je ne le suis là-dedans, moi je le définis au niveau politique, j'essaye d'en définir l'enveloppe à peu près, hein, un peu comme la Constitution. Moi, je ne suis pas constitutionnaliste non plus. On a besoin de juristes, on a besoin de gens, de spécialistes de ces domaines. Et bien dans ces domaines-là également, hein, on a besoin de gens. Et vraiment, là, il y a un appel à candidature de toutes les personnes qui sont intéressées par ce projet. Je pense que, notamment des femmes, je pense peuvent être vraiment intéressées par ça. Alors, quel mythe pour maintenant? Bon, bah, on est toujours sur ce sujet. Quelles seraient les premières pistes? J'essaie de dégager quelques pistes. Et là-dessus. Déjà, enfin, dans toute civilisation, au cœur de chaque civilisation, la femme est le moteur central. Parce que la femme, c'est elle qui va emmener les hommes. Elles sont prescriptrices par rapport aux hommes. C'est l'exemple que je prends souvent. Il y avait une expédition scientifique en Terre Adélie, vous savez, en Antarctique, là où il fait très très froid. Et puis il n'y avait que des hommes dans cette expédition scientifique. Alors les mecs, ils étaient tous hirsutes, avec des barbes terribles, ils s'habillaient ou pas, enfin, c'était un peu le laisser-aller complet. Et à un moment donné, dans cette expédition scientifique, il y a eu une relève ou je ne sais quoi, il y a une femme qui est arrivée et qui faisait la cuisine. Eh bien, ça a tout changé. Tous les hommes après, même s'ils n'avaient pas, vous voyez, ils n'avaient pas d'option sexuelle précise là-dessus, ben, ils se sont tout de suite tenus, ils se sont rasés, ils se sont habillés, etc. Et ils ont changé leur façon d'être. Voilà. Voilà la femme, le rôle central qu'elle joue dans la vie. Elle est prescriptrice pour l'homme. C'est elle qui guide aussi la société. Et d'autant plus dans cette dimension sentimentale, dans cette dimension intime, elle a une influence considérable. Et donc, vraiment, j'en appelle aux femmes à se saisir de cette opportunité, parce que là, c'est votre levier, je dirais. C'est à vous de jouer. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est à vous de jouer. Bon, je ne suis pas le premier à le dire. Le poète Aragon l'avait dit, hein, la femme est l'avenir de l'homme. Alors, autre dimension,
La passion. La passion, alors la passion, pourquoi? La passion, elle a une caractéristique, c'est qu'elle est éphémère, parce c'est comme un feu incandescent, la passion. Et elle est forcément éphémère et à la fois constructrice et destructrice. Parce que c'est un feu, c'est comme un feu quelque part la passion. On est animé du feu de la passion, hein, c'est pas pour rien. Et donc, mais ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que rien de grand ne se peut se faire sans passion. Donc, la passion, ça fait partie de la nature humaine, ça fait partie de notre âme humaine, et donc il nous faut cette passion, il nous faut un engagement, même si c'est à la fois constructeur et destructeur aussi, donc, et éphémère, nous avons besoin de ça. Ça fait partie de nous. Hein. Je ne sais pas si les animaux, je ne pense pas qu'ils aient ça. Je ne pourrais pas. Ça fait partie vraiment de notre âme humaine, la passion. Et elle nous dévore. Hein. Elle peut nous dévorer. Et donc, ça peut être justement cet aspect destructeur. Donc, rien de grand ne s'est fait. Donc, elle est constructrice, mais elle est aussi destructrice parce qu'elle pousse à aller au bout et à des extrémités fortes. Mais dans un mythe, c'est important justement d'avoir cette dimension passionnelle. Autre élément, autre piste, bah, il faut de l'amour, évidemment. Hein, en plus, il faut de l'amour. Il faut de la vie et de la mort dedans. Hein, voilà, c'est clair, il faut de la vie et de la mort. Dans un mythe, il y a forcément ces dimensions-là. C'est ça qui est aussi en jeu. Hein, Et puis, il faut de la raison, en plus, hein, donc, quelque part. Mais voilà, pas trop. Hein, enfin, c'est tout un mélange de ça. Hein. Moi, voilà, comme je dis, je ne suis pas un spécialiste de cette question. Mais voilà, je dis voilà les ingrédients, je ne sais pas les quantités, je ne sais pas comment il faut les mélanger, comment il faut les amalgamer, mais ces ingrédients-là, typiquement dans un mythe, ils en font partie. Et pour justement donner et arriver à donner une dimension épique. Donc là, il y a quelque part un appel, je dirais, aux intellectuels, justement. Vous avez une opportunité de définir un mythe fondateur, un mythe, et en mettant toutes ces choses-là dedans, bah, enfin, si on est quelqu'un comme ça, si on est un artiste, enfin, je sais pas, vous voyez, on trace une voie, on trace une perspective dans laquelle je pense, enfin, moi je serais artiste, j'aurais envie de m'engager dedans, quoi. Mais artiste femme, alors là, j'en parle même pas. Alors, j'ai donné quelques pistes, mais voilà, moi je suis pas capable d'aller plus loin. Hein, ce que je suis capable, c'est de donner justement peut-être une architecture et justement ce vers quoi c'est l'aspect justement social, contrat social et quel contour, qu'est-ce que ça pourrait prendre comme contour ce mythe. Hein. Donc les grandes lignes. Voilà, j'ai donné quelques trucs, des vies, la vie, la mort, la passion, quelque chose d'épique, hein, donc de grand, de choses qui dépassent sa propre personne, quelque part. Hein, c'est ça, et une dimension épique, c'est bah, on va donner sa vie pour faire quelque chose. Hein. Et donc pour aller plus loin, il faut, pour savoir où aller, hein, pour définir le truc, la cible et une partie de la trajectoire, justement, on a besoin de faire un petit détour philosophique pour voir justement où on veut aller, quel est notre but dans cette dimension particulière. Donc, c'est une partie un peu plus abstraite là, qui va être là, mais qui va être nécessaire, vous allez voir. Donc, Marx est le penseur des besoins du corps les plus essentiels. Se nourrir, se reproduire, etc. etc. Et il met au cœur de sa philosophie ce qu'on peut appeler la disjonction, donc la séparation du travail et du produit de ce travail. C'est-à-dire il y a le travailleur qui travaille, qui produit quelque chose, et ce produit est accaparé par le capitaliste, et c'est ce qui forme, et toute la matrice de la relation sociale se base là. Et donc, il se situe très clairement sur les besoins du corps essentiels du prolétaire. Hein. Il est vraiment sur le corps. Simone Veil, à contrario, est, elle, la philosophe qui a mis en avant et promu
tous les besoins de l'âme. Hein. Donc, il a besoin de spiritualité, de ce qui nous fonde aussi comme espèce en tant que les grands traits de notre espèce. Le besoin de liberté, etc., de hiérarchie, etc., etc. De liberté d'expression, de propriété privée, individuelle, collective, etc. Donc voilà, on a un penseur des besoins du corps, un penseur des besoins de l'âme. Et Michel Clouscar, qui est un philosophe plus récent, qui donc lui est le théoricien du libéralisme libertaire, l'idéologie dans laquelle qui forme la matrice de la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et dans laquelle il conjugue en fait les deux faces opposées de lui. Ce qu'il conjugue, c'est et oppose les deux faces d'une même pièce, puisqu'on a bien, c'est l'aspect production, donc le travail, ce qu'on appelle Vulcain, hein, ce qu'il appelle Vulcain, c'est-à-dire le dieu Vulcain, le dieu des forges et du travail, hein, et Narcisse, qui est, bon, là on en a une illustration qui est dans la pure consommation. Il se consomme lui-même, en l'occurrence, en se regardant sa propre image dans l'eau. Et donc, qui symbolise l'aspect consommation et production, qui sont deux faces d'une même pièce, puisque nous sommes, comme nous avons des aspects intimes et privés, comme on a vu tout à l'heure, on a aussi un aspect producteur et consommateur. L'un ne va pas sans l'autre, on ne peut pas vivre sans consommer, et on ne peut pas consommer sans qu'il y ait quelque chose qui a été produit à un moment donné par un autre. Mais on remarque que dans cette dimension consommation, on voit bien que là, Narcisse, il est tout seul, et la pauvre Écho, qui était amoureuse de Narcisse, eh ben, elle reste toute seule. Voilà. Quand on se met à mettre en avant que la consommation, ben voilà ce qui se passe. Et voilà dans quelle société on est aujourd'hui. Ce mythe de Narcisse et de Écho est très révélateur de la société actuelle. Je pense que ça fait écho. C'est certainement pas pour rien qu'elle s'appelle Elko, cette nymphe. Ça fait écho justement à ce que nous vivons aujourd'hui. Et à ce que beaucoup de femmes vivent aujourd'hui. Alors, continuons. Donc, la nature de l'homme est ambivalente, hein, comme je le disais à l'instant. Il est à la fois consommateur et producteur, sinon on ne pourrait pas subsister. Il faut bien qu'on consomme pour vivre. Il faut bien qu'on produise cette consommation pour vivre. Hein. Vous n'allez pas manger les pommes de terre si quelqu'un ne les a pas produites et transportées, etc., etc. Donc, mais la matrice de la société actuelle, c'est la disjonction de ces deux dimensions. Comme avec Marx, on a la disjonction du travail et du produit du travail. Là, on a disjonction de ces deux dimensions de producteur et de consommateur. Et donc, c'est la matrice de ce que nomme Clouscar l'économie du désir. Donc, d'où, justement, en valorisant, en mettant beaucoup plus en avant la dimension consommation que la dimension production. Et donc, du coup, on a une culture de la transgression qui va avec ça. C'est-à-dire, en mettant avant jusqu'ici, les sociétés, on mettait d'abord en avant la production. Il fallait produire les choses, il fallait travailler pour produire les choses. C'était au cœur de la vie et des sociétés. Hein. On a tous été éduqués, enfin, au moins dans ma génération, et mes prédécesseurs ont été éduqués dans cette dimension de produire. Or, là, justement, on transgresse ça. Et non, on dit, le producteur, on s'en fiche, et au contraire, c'est un moyen de mettre la pression sur lui. On met la consommation en premier lieu. On valorise la consommation au-dessus de la production. Donc, du coup, on a besoin d'une transgression, parce que c'est antinomique, parce que la production vient quand même avant la consommation. Alors, en synthèse, la consommation, c'est ce qu'on appelle, Narcisse, c'est la satisfaction des besoins du corps. La production, c'est
le travail, c'est une nécessité, et c'est dans une société, je dirais, post-néolithique, c'est un besoin de l'âme qui est devenu essentiel dans nos sociétés et qui est symbolisé par le dieu Vulcain, là, qu'on voit ici, et donc qui est l'homme qui travaille. Ces besoins se conjuguent de manière indissociable. Voilà. Donc, ce qu'il faut, à contrario justement, on a vu qu'il y avait disjonction, donc séparation de la consommation et de la production, c'est le cœur de l'idéologie libérale libertaire, de cette idéologie de la transgression, eh bien, il faut réallier notre travail, doit être notre but, notre nouveau contrat social, notre nouveau contrat mythique et sentimental, doit de nouveau de réallier le besoin de l'âme de travail et les besoins du corps de consommation. Donc, pour faire ça, une médiation est nécessaire parce qu'on est sur des besoins qui sont de nature différente. On est besoin de l'âme d'un côté, besoin du corps de l'autre. Donc ça ne peut pas se faire immédiatement. Il n'y a pas de, c'est pas sur le même plan. C'est comme les choux et les carottes, vous ne pouvez pas les additionner directement. Il y a besoin d'une médiation pour passer de l'un à l'autre. Et donc la médiation, et donc il y a deux types de médiation, en définitive, pour passer de l'un à l'autre. Il y a la médiation positive, donc que nous devons valoriser, qui est celle du travail, et entre le travail et le besoin du corps, et cette médiation, c'est l'amour. C'est-à-dire qu'on passe ici du travail, et par une tendresse, on donne son amour, et le besoin du corps est satisfait de l'autre côté par l'affection. On reçoit de l'affection. Bah, l'exemple typique de ça, c'est la mère qui donne le biberon à son bébé, qui a un travail de préparer le biberon, d'aller acheter ce qu'il faut, etc., pour faire ça. Et donc, elle le fait dans une démarche de tendresse, d'amour, elle donne, et de l'autre côté, le nourrisson reçoit de l'affection de ce biberon, de ce travail qui était fait. Et donc là, on voit bien qu'on est dans une médiation positive. A contrario, il y a la médiation négative, où entre le travail et les besoins du corps, qui est le viol, l'aliénation. C'est-à-dire que dans ce cas-là, le besoin du corps, on part du besoin du corps, et par la rudesse, on va violer, on va prendre, donc on va affliger le travail de quelqu'un. Et de manière très simple, on va dire, par exemple, si on reprend un exemple similaire, vous prenez un enfant, une femme qui aurait préparé, par exemple, un gâteau pour un repas du dimanche midi, par exemple. Elle a préparé, elle l'a mis au frigo, et pour être partagé avec toute la famille le dimanche midi. Et puis, il y a le gamin qui se lève, hein, qui a une douzaine d'années, il va au frigo, il voit le gâteau, il prend une part, il la prend, et il n'a aucun respect pour le travail, pour toute la dimension de don qu'avait fait, et il prend en fait le travail de sa mère sans la respecter. Donc il lui afflige, c'est une affliction qu'il lui donne. Voilà, c'est ça le viol. C'est ça le cœur, et on le voit bien dans la vie de tous les jours. Ça, ce que je viens de dire là, c'est un exemple qui doit vous parler, que vous pouvez facilement transposer dans la vie d'aujourd'hui. Voilà, ça c'est le cœur de la transgression du libéralisme libertaire. Eh bien, nous devons sortir de ça et venir réaffirmer la médiation positive précédente. Et c'est ce que j'appelle la nouvelle alliance. Il faut définir une nouvelle alliance qui permettra justement de sortir de cette culture de la transgression et du viol, hein, parce que c'est du viol. Il y a pas, le vrai mot, c'est viol, il n'y en a pas d'autre. Hein. Même si c'est pas que du viol sexuel, hein, mais c'est aussi un viol, c'est le viol du travail en fait, c'est le viol de la personne, hein, de ce qu'elle a fait. Et donc, il faut une nouvelle alliance, définir une nouvelle alliance, justement, qui repasse
dans cette médiation positive, qui réaffirme cette médiation positive comme la seule valable et la seule qu'il faut mettre en avant. Voilà la trajectoire, voilà la perspective. Donc cette nouvelle alliance, essayons de la définir, essayons de lui donner un contour. Vous voyez pourquoi j'ai fait ce détour philosophique, c'était pour arriver à ça et expliquer ces choses. Vous voyez que c'est lié. Hein. Donc les contours de la nouvelle alliance. Donc ce sont les nouvelles règles du jeu sentimental. Donc il faut définir des nouvelles règles du jeu, hein, forcément. Donc avec forcément une règle du jeu, c'est quoi? Bah, c'est des nouveaux interdits, puisqu'il n'y a pas de règles sans... Il y a des choses qui sont autorisées dans un jeu et d'autres qui ne sont pas. Donc c'est un certain nombre de contraintes. Mais aussi, c'est des nouvelles interactions, puisqu'on voit bien que là, dans l'exemple que j'ai pris précédemment, l'interaction, elle n'est plus du tout la même chose si vous êtes dans la transgression que si vous êtes dans le don et dans l'amour. Hein, l'interaction n'est pas la même. Mais bon, voilà, ça c'est très général ce que j'ai donné, mais bon, on va essayer d'être un peu plus détaillé, d'être un peu plus précis là dans le terme d'interaction. Et puis, il y a une autre nouvelle dans les règles, il ne faut pas oublier d'inclure, dans cette nouvelle règle du jeu, il faut inclure les populations immigrées, qui n'ont pas forcément la même culture de base que celle des autochtones français depuis longtemps, pas la même culture, etc. Pas la culture qu'on appelle judéo-chrétienne ou gréco-chrétienne, qui sont d'autres cultures. Donc il faut aussi les inclure parce que c'est une part de la population qui est tout à fait importante et qu'il faut engager dans cette nouvelle république, dans ce nouvel espoir. Ça veut dire quoi ces règles du jeu? Comme eux, ils ont transgressé les règles du jeu antérieur, ben nous devons également transgresser les interdits que eux ont mis en place. Vous voyez, on ne peut pas faire autrement. Il faut transgresser, pour créer quelque chose de nouveau, il faut transgresser ce qui existait avant. Eh bien, nous, il faut qu'on transgresse l'idéologie libérale libertaire. Sans ça, nous n'arriverons à rien. Nous serons très limités. Et transgresser les interdits actuels, bon, quels sont les interdits, par exemple? Il faut déjà voir quels sont les interdits et voir lesquels on peut transgresser. Je ne dis pas que la liste est exhaustive, mais c'est une liste voilà, que je vous soumets. Le sexe sans sentiment. Voilà, on a déjà vu ça. Parce que ça détruit les âmes et les corps. C'est la consommation sexuelle. Donc, qu'est-ce que c'est que de faire de la consommation sexuelle? Donc ça détruit soi-même. Mais comme on n'a plus de sentiments, on n'est plus que dans l'émotion, dans l'animal quelque part, eh bien, du coup, on essaye toujours d'aller plus loin dans les corps, dans les expériences corporelles. Donc, je ne vais pas vous passer les détails, mais je pense que vous pouvez très bien imaginer ce que ça peut être. Donc, on va aller plus loin dans forcément ce qui devient une perversion, puisqu'on va pervertir, on va détruire les corps. Et donc, avec des pratiques sexuelles qui vont détruire, en commençant par les âmes, puis les corps, en ayant des pratiques qu'on peut appeler dégoûtantes, mais destructrices même, purement et simplement destructrices. Hein, je vais te donner un exemple. Fêler un anus, c'est une pratique destructrice. Je ne donnerai pas d'autres exemples. Il y en a plein d'autres. Donc on est carrément dans le contre-pied total d'Emmanuel, justement. Hein, du film Emmanuel dont on parlait tout à l'heure, où on est dans la pure consommation, où à un moment dans le film elle se fait violer, Emmanuel, mais on est dans la pure consommation, puisqu'elle est devenue un objet. Hop, et voilà. On sort, il faut sortir, donc le contre-pied de la pure consommation, du prostitutionnel, et sortir du prostitutionnel, du pornographique, quelque part aussi. Hein. Et surtout du prostitutionnel. Donc la prostitution. Et autre transgression, autre interdit, c'est la fameuse phrase interdit d'interdire. Eh bien, il faut abolir ce mensonge, parce que interdit d'interdire, il faut bien le dire, c'est forcément un mensonge. Il n'y a
pas forcément un interdit. Vous avez des règles du jeu, vous avez obligatoirement des interdits. C'est justement ce qui fait la règle du jeu, c'est les interdits, c'est ce qui est autorisé et ce qui est interdit. C'est précisément ça. Donc quand on dit interdit d'interdire, c'est un mensonge au cœur du cœur de ce que c'est. C'est-à-dire qu'on est en train de vous rouler, on est en train de vous faire prendre des vessies pour des lanternes. On est en train de vous prendre pour des cons, en clair, quand on vous dit ça. Voilà la réalité. Donc sortir de abolir donc ce mensonge interdit d'interdire. Voilà un deuxième axe qu'il faut transgresser par rapport à l'idéologie actuelle. Le sexe sans sentiment et l'abolition du mensonge interdit d'interdire. Alors, attention, donc là on a défini quand même des choses assez importantes. Attention toutefois, hein, je ne voudrais pas qu'on se méprenne sur quelle est l'intention. Il ne s'agit pas de revenir en arrière. Hein, ce que je dis là, c'est pas du tout pour revenir à la société antérieure. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Si vous croyez ça, vous faites totalement fausse route. On trace une nouvelle voie. On définit une nouvelle société. Il ne s'agit pas de réinventer, de redire « Ah ben c'était mieux avant et on va remettre en place ce qui existait avant ». Non, non, il ne s'agit pas de ça. Ça, c'est pas possible. Ça n'existe pas. L'histoire, elle va vers l'avant, elle ne va pas vers l'arrière. Ou alors ça s'appelle la réaction, ça s'appelle des tyrans, c'est une forme de barbarie de revenir en arrière, parce qu'on va, par la contrainte, par différentes contraintes, on va forcer à revenir en arrière. Donc il ne s'agit absolument pas de revenir à la société antérieure, du tout. Par exemple, premier exemple, le mariage à vie est quelque chose qui est complètement dépassé. De fait, c'est même pas... Avant c'était le mariage à vie, avant la révolution libérale libertaire. Et d'ailleurs, c'est toujours un peu comme ça, mais le Pax, c'est un peu la même chose. Hein, ils n'ont pas changé ça du tout. Mais avec l'allongement de l'espérance de vie, avec la libération de la femme et plein d'autres éléments, le mariage à vie, on voit bien que c'est quelque chose qui apparaît surréaliste, qui est pas tenable dans la vraie vie, dans la réalité. Donc, vouloir revenir à cet état antérieur, ça nécessiterait une barbarie, ça voudrait dire qu'il faudrait diminuer l'espérance de vie quelque part, à s'attaquer frontalement à la libération de la femme, par exemple, hein, pour citer ces deux exemples. Il n'est pas question de ça. Il n'est pas question de ça. On essaye d'aller de l'avant. On n'est pas là pour revenir en arrière. Si on faisait ça, c'est une forme de barbarie. Parce que c'est le retour, c'est la réaction, ce qu'on appelle précisément être réactionnaire, c'est ça. C'est vouloir revenir en arrière. Ça n'existe pas. Hein. Le passé, c'est le passé, et vous ne reviendrez jamais dans le passé. C'est juste ça, c'est juste un fait tout bête, mais qu'il faut intégrer et l'accepter. Et puis, il y a une autre chose aussi, c'est vous n'allez pas revenir, et il faut aussi s'émanciper des traditions qui sont liberticides et inégalitaires. On a bien vu dans les besoins du corps et de l'âme qui sont énoncés par Simone Veil, il y a la liberté qui est très importante, l'égalité qui est très importante. Enfin, il y a des choses comme ça qui sont des besoins de l'âme fondamentaux. Les traditions liberticides et inégalitaires qu'on peut trouver dans l'islam ou par des manifestations comme la polygamie, l'excision, etc., c'est certes qu'on ne va pas revenir vers ça. Vous voyez ? Donc, ces traditions-là, ces choses qui sont dépassées, non, ça n'a pas sa place dans notre mythe fondateur. Hein. L'inégalité entre les sexes, c'est pas, voilà, qui est inscrite dans le Coran hein, en tant que telle, ou l'esclavage aussi d'ailleurs. Non, on ne va pas revenir vers ça. Alors, donc on a vu, il fallait de nouvelles transgressions. Des transgressions par rapport à la société, à la société du libéralisme libertaire. Donc de nouvelles transgressions. Donc, l'amour éternel à durée indéterminée, faut oublier. Ça peut exister, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas exister, mais essayer de dire, par le mariage par exemple, de dire ça va être tout le temps ça et on va perpétuer ce chose-là, c'est juste pas réaliste. Et dans la réalité, on voit qu'aujourd'hui, je crois que c'est plus de 50% des mariages qui finissent par un divorce. Est-ce que c'est viable de continuer à avoir cette institution
en place? Bah non, je crois pas. Ça ne marche plus. Voilà, ça a marché, ça marche plus. C'est un peu comme les religions. Les religions, bah, à l'époque où elles ont eu leur genèse, elles étaient tout à fait pertinentes dans le contexte où elles étaient. Quelque part, c'est aussi des mythes, les religions. Hein. Ils ont une dimension mythique également. Donc, dans la société dans laquelle elles étaient, elles se sont développées, elles avaient certainement leur pertinence, elles étaient facteurs de progrès à l'époque. Mais vouloir les transposer dans une autre époque, c'est juste n'importe quoi. Donc là, c'est un peu la même chose. C'est quelque chose le mariage et l'amour éternel à durée indéterminée, c'est quelque chose qui a fonctionné parce que les gens avaient une expérience de vie plus courte, parce que les gens se mariaient de façon avec des différences d'âge peut-être importantes, etc. Voilà, tout ça, il y a plein de choses qui n'ont plus cours là-dedans, et l'amour éternel à durée indéterminée, bah, ça ne fonctionne plus. Et ça ne fonctionnera plus, pour des raisons objectives que j'ai citées. Donc du coup, la nouvelle transgression, et là, la transgression qui répond à ça en positif, c'est, moi c'est ce que j'appelle l'engagement par un bail d'amour. Donc, c'est ça, le cœur de la nouvelle alliance, c'est peut-être ça, justement. Parce que ça prend en compte le caractère éphémère de l'amour. Hein. Parce que dans l'amour, il y a une dimension de passion, comme on en a parlé tout à l'heure, mais c'est dans le mythe qu'il faut qu'il y ait la passion. Mais la passion, ça fait partie de l'amour. Et on sait bien que cette passion, on dit souvent l'amour dure 3 ans. Hein. Et pour ceux qui ont un peu de vécu, on sait qu'il y a des étapes, 3 ans, 7 ans, etc. Hein. C'est connu, ceux qui ont vécu, qui ont un peu de la bouteille comme moi, on sait qu'il y a des échéances comme ça. 3 ans, 7 ans, etc. C'est des étapes importantes dans un couple. Hein. Et donc on sait que ça existe et qu'il y a un caractère éphémère. Alors sinon à l'amour, mais au moins à la passion, ça c'est certain. Et donc, plutôt que de le nier, eh bien essayons de le prendre en compte et de s'appuyer justement sur cette chose-là pour essayer d'aller de l'avant. Donc, et c'est ça le cœur de la nouvelle alliance, c'est de dire, eh bien, faisons un engagement, parce que l'idée est aussi d'avoir un engagement devant la société, un engagement social, mais dans la dimension amoureuse, dans la dimension des relations entre l'homme et la femme, entre la femme et l'homme. Donc, ce bail, c'est l'idée justement, bah, on se met ensemble pour une période donnée. Donc, il y a un déclassement. Une autre transgression nécessaire, c'est déclasser et réorienter le progressisme. Le progressisme, il dit, ouais, il n'y a qu'une seule voie pour aller de l'avant, etc. Le progressisme en soi, est-ce que c'est une bonne chose, sachant par exemple, si on regarde l'épuisement des ressources ou la pollution sur la planète, est-ce que c'est bien de continuer à progresser dans cette direction-là? Je crois pas, non. Ou quand on voit la destruction de la société et des rapports sociaux, c'est bien de continuer de progresser dans cette direction-là? Non, je ne crois pas. Donc, le progressisme, il faut le déclasser en tant que tel, parce qu'en disant il n'y a pas qu'un seul progressiste, il n'y a pas qu'une seule façon d'aller de l'avant, et peut-être le réorienter vers autre chose. Et voilà, un tableau que je propose des transgressions qu'il faudrait mettre, donc avec le plus et le moins. Donc le plus, il faudrait par exemple faire plus, mettre le focus sur l'amour, c'est-à-dire sur les sentiments humains, plutôt et dégrader et dévaloriser le plus possible et stigmatiser le désir et tout ce qui est émotion animale. Voilà les deux choses. Parce qu'il faut se grandir. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres de sentiments. Et nous ne sommes pas des êtres simplement d'émotion et de désir simplement animal. Donc voilà des choses qu'il faut revaloriser. Hein. Changer complètement le logiciel qui est complètement à l'opposé hein, du libéralisme libertaire, où est-ce qu'on n'est que dans le désir. Il faut, c'est pour ça qu'on vous met à la publicité des trucs avec des flashs et des choses comme ça qui vont dire ah il faut acheter parce que vous avez le désir. On essaye de susciter le désir animal d'acheter chez vous quelque chose dont vous n'en avez absolument pas besoin en l'occurrence, le plus souvent. Ce qu'il faut pousser aussi, c'est l'harmonie avec notre nature. Donc, avoir des pratiques
naturel, le plus naturel possible, parce que pour nous et pour la nature en général, et pour notre nature. Par rapport à la promotion qui est faite aujourd'hui de tout ce qui est artificiel et de tout ce qui est artificialisation. L'artificialisation, c'est nécessaire dans un certain nombre de domaines, parce que c'est par ça qu'on va avoir des maisons, des choses comme ça. Mais il faut savoir qu'on s'éloigne de la nature quand on fait ça. Hein. Donc, il faut savoir ne pas pousser le bouchon trop loin dans l'artificialisation des choses et des sentiments et des désirs artificiels et revenir à une harmonie avec la nature et à une harmonie avec notre nature. Donc ça, c'est très important aussi, parce qu'on promeut, très simplement, on promeut des pratiques complètement artificielles. Enfin, par exemple, changer de sexe. Quel est le sens de cette chose? C'est une artificialisation totale, quoi. Après, on va dire, bah, je vais me faire pousser un bras là. Vous voyez, c'est se greffer une machine à l'intérieur de notre cerveau, pour aller plus loin dans l'artificialisation. Est-ce que c'est ça qu'on veut? C'est une autre société, hein, mais moi j'appelle ça la barbarie, très clairement. Non, je crois qu'on voit bien qu'on a besoin de retourner vers la nature, de se réorienter vers la nature et de respecter notre nature et la nature en général. Plus on ne peut pas le faire entièrement, hein, c'est tendanciel, mais plus on ira vers ça, mieux on sera et plus on vivra dans une société équilibrée. Et plus nous-mêmes serons équilibrés d'ailleurs. Et dernier point, travailler sur la qualité de la relation plutôt que sur la quantité des objets. Il faut, là, si je veux faire, là, je pense par rapport notamment au marxisme et au matérialisme historique, qui est une dimension importante, qui est au cœur, qui explique l'histoire en fait selon le marxisme. C'est-à-dire que le matérialisme historique, c'est-à-dire les gens sont motivés par le bien-être matériel, et donc vont toujours aller et promouvoir des sociétés vers lesquelles le bien-être matériel va s'accroître. Bon, je ne conteste pas ça, au moins en partie, mais il faut transmuter ce matérialisme historique de la quantité d'objets vers la qualité de la relation et la qualité de vie et la qualité des objets. Typiquement, si je prends un exemple de ça, c'est est-ce que je me bourre de McDonald's, d'objets, où je vais devenir énorme, et donc les gens qui sont pauvres aujourd'hui, c'est pour ça que les gens qui sont pauvres aujourd'hui, avant ils étaient maigres parce qu'ils n'avaient pas assez à manger, maintenant tous les gens qui sont pauvres sont gros, parce qu'ils mangent de la merde. Hein. Ils mangent et ils sont dans la quantité. Donc il faut sortir de cette promotion de la quantité où on vous pousse sans arrêt à acheter des quantités d'objets pour aller vers quelque chose de plus qualitatif, mais dans tous les domaines, dans le domaine de la consommation, mais dans le domaine de la relation aussi. Donc ça, c'est la métaphore, si vous voulez, justement, ce qui met en correspondance le mythe avec la dimension projet social. Vous voyez? Là, on voit bien l'articulation entre les deux. Aller vers le qualitatif. Alors, continue sur les contours de la Nouvelle Alliance. Donc, la Nouvelle Alliance. Une durée limitée. Donc, un engagement devant la société, comme l'est le mariage, mais pour un certain temps, pour une durée. Les femmes ont tout à gagner à un bail formel, dans laquelle la sortie est prévue dès le départ. Donc ça peut paraître un peu bizarre comme ça de se dire putain, on va mettre l'amour dans une boîte, etc. Non, on met dans un terme, dans un espace temporel, on se projette jusqu'à un certain point réaliste. Hein. Et les femmes ont tout à gagner à ça. Parce que ça sécurise l'amour, mais ça le sécurise de manière réaliste. C'est-à-dire, on ne va pas se raconter d'histoire où je m'engage ad vitam aeternam en sachant pertinemment que c'est faux. Donc il y a une tromperie là-dedans. Donc on revient sur des relations plus saines, plus équilibrées. Et du coup, comme ça sécurise l'amour, et bien du coup, ça permet la procréation. Et la procréation, c'est ce qui fonde une civilisation. Une civilisation, c'est
des gens qui vivent entre eux et qui se reproduisent. Si les gens cessent de se reproduire, la civilisation elle disparaît. Et c'est une des formes de la barbarie, justement, où j'ai explicité, justement, par cette idéologie de la transaction, du plaisir, de la consommation, des voyages lointains, etc., où les gens de plus grande qualité, ce sont eux qui font le moins d'enfants. Vous croyez que vous construisez une société comme ça? Donc les gens qui sont censés justement avoir le plus de choses à transmettre et le plus de valeur, entre guillemets. Pour moi, tous les êtres humains ont de la valeur, soyons clairs. Mais ceux qui ont le plus de valeur, qui apportent le plus de choses, eh bien, ce sont ceux-là même qui ne procréent plus. Donc, voilà, permettre la procréation en mettant en place de manière réaliste un bail d'amour, voilà, ça c'est une perspective qui permet de s'inscrire dans la durée, avec justement des conditions de sortie qui vont permettre de prévoir, si on a un enfant, on va faire comme si, mais ça sera prévu dès le départ. Vous supprimez Là, vous faites du mal aux avocats et aux juristes, etc., puisque vous n'avez plus besoin d'eux pour vous séparer, puisque c'est prévu dans le bail de départ. Alors, la nouvelle alliance, c'est aussi quelque chose d'important. Elle doit reposer, comme c'est à durée limitée, la fidélité sur 50 ans, ça peut être compliqué. Mais la fidélité devient quelque chose d'important puisque ça peut devenir un interdit extrêmement fort. Et ça doit être un interdit extrêmement fort puisque quel sens ça a de s'engager sur une période, admettons, de 3 ans, typiquement, si c'est pour faire une tromperie? Si c'est pour tromper l'autre. Si vous êtes plus, si vous aimez plus la personne, eh bien, à ce moment-là, vous ne renouvellerez pas ce bail d'amour et voilà, vous reprendrez votre liberté, entre guillemets, vous vous retrouverez libre et sans engagement entre deux personnes, mais l'engagement, et ça repose pour éviter d'être dans le mensonge. Donc la tromperie doit être, dans ce mythe fondateur, la tromperie doit être un interdit fort et doit être absolument pénalisé de façon considérable. Et l'engagement est jusqu'au prochain terme de la relation. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, par exemple, si vous dites, bien, du coup, le prochain terme de la relation, on pourra revalider je regarde l'heure, parce que je ne sais pas quelle heure... Ah oui, effectivement, c'est un peu long. Non, mais je vais aller jusqu'au bout, ça va être un petit peu long, mais c'est pas grave. Donc l'engagement va aller jusqu'au bout, jusqu'au terme de la relation. Donc, ça permet également de réaffirmer l'amour périodiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'acquis, il n'y a rien, c'est jamais définitif. Donc, c'est un amour dans lequel il faut mettre du charbon régulièrement. Vous voyez ? Donc, on peut dire le bail, c'est un côté, qu'est-ce que c'est que cet amour? Où est la passion? Où est la vie? Non, c'est un moyen, au contraire, de faire vivre, revivre et de réanimer périodiquement l'amour. Et donc, à contrario, ça défavorise la dégradation de la relation. Donc, ça défavorise la routine, l'entrée dans la routine, dans laquelle on rentre tous, ou sauf si elle est acceptée par les deux personnes et que c'est le mode de la relation. Mais aussi, ça défavorise toute la maltraitance, puisque la maltraitance entre les membres du couple, du coup, va devenir beaucoup moins promue, favorable, faisable, puisqu'on sait qu'à la bague du terme, de toute façon, la séparation, elle est possible, et elle est prévue comme ça, de toute façon. Et donc, forcément, la personne va réfléchir à 2 fois avant de maltraiter l'autre personne. Vous voyez l'intérêt de... Ça rentre aussi en écho avec ce qu'on parle aussi des maltraitances. Bon, ça, c'est un autre... c'est pas un autre sujet, mais voilà, ça sera un sujet en soi à traiter. Voilà la nouvelle alliance, les contours à peu près voilà, ce qu'il faut mettre dans le mythe, le cahier des charges. Donc en résumé, on arrive à la fin. Donc le besoin de mythe répond à un projet social, et c'est justement ce qu'on essaye de construire là-dedans. Et donc un nouvel espoir, c'est ce qu'on essaye dans cette initiative, et ce nouvel espoir ne peut exister pleinement sans
un mythe, justement, que les gens puissent s'inscrire dedans, puissent imiter, duquel ils puissent s'inspirer. Ça, c'est très important. Donc on a besoin des intellectuels. Donc je rappelle l'appel à candidature, parce que moi, vous voyez bien, hein, je trace des lignes, etc. Mais là, on n'est quand même pas dans le glamour, on va dire. Voilà, je trace les lignes de ce vers quoi il faudrait aller sans doute. Hein. Après, voilà, c'est pas figé. Hein. Justement, il faut peut-être aussi, moi c'est ce que j'ai imaginé, voilà, il faut peut-être le challenger, le dire, bah non, ça c'est pas, il faudra peut-être le voir comme ci, comme ça. Voilà. Hein, tout ça, l'amender, etc. C'est comme la Constitution, hein, c'est exactement la même chose. Voilà, on est sur une architecture. Il faut voilà, il y a plein de choses, il y a plein de travail, il y a vraiment une voie énorme dans laquelle s'engouffrer. Enfin, pour moi, je trouve ça très enthousiasmant de se lancer, de tracer ça et de tracer justement cet espoir, quoi. Et donc, moi, j'ai vraiment l'appel à candidature, mais je dis, allez-y, là, il y a quelque chose à faire, on a quelque chose à faire, on a quelque chose à construire, à reconstruire et à développer. La femme comme moteur central, bon, évidemment. La femme, c'est ce qui va être le deus ex machina de la société. Parce que si nous appelons des mammifères, si nous sommes des mammifères, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire que nous sommes les êtres qui sont avec des mamelles. Voilà. Si on a appelé ça comme ça, c'est pas pour rien. La réconciliation du Vulcain et du Narcisse, qui a été justement détruit et qui, cette séparation, il faut réconcilier les deux. Et donc, là, peut-être on l'a pas vu bien justement dans la Nouvelle Alliance. Voilà, c'est des choses sans doute à creuser, à travailler. Peut-être voilà, vraiment, il y a vraiment des choses à faire. Hein. J'appelle les gens à s'investir là-dedans parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire, quelque chose d'enthousiasmant. Et justement, pour cette réconciliation du Vulcain et du Narcisse, du producteur et du consommateur, et pour sortir de cette idéologie destructrice et complètement délétère de la transgression. Donc voilà, c'est la nouvelle alliance. Hein. Donc des nouvelles règles du jeu. Donc il faut transgresser les interdits actuels. L'interdit d'interdire et l'amour, le sexe sans amour, sans sentiment. Voilà. Substituer l'amour, qui est un sentiment, à l'idéologie du désir, qui est juste une émotion, ce qu'on reçoit immédiatement comme un animal. Hein, voilà. Nous sommes autre chose que des animaux, nous sommes des animaux, mais qui avons des sentiments, qui avons une âme. Pas de retour en arrière, hein, il ne s'agit pas de revenir en arrière, les traditions, etc., c'est pas le projet. Hein. On n'a pas besoin de faire de beaucoup de rechercher pour retrouver là-dedans, il suffit de taper sur les gens hein, et de les tuer. Hein. Ça s'appelle la barbarie. L'engagement dans un bail d'amour, voilà, ça c'est le cœur de la nouvelle alliance. Fidélité et réaffirmer l'amour périodiquement. Voilà la feuille de route, je dirais, que je vous propose. Voilà, donc sur le mythe fondateur, la nécessité d'un mythe fondateur. Bon, je ne sais pas si ça a répondu peut-être à l'attente de tout ce que les gens attendaient sur ça. Voilà, on est resté sur des choses quand même assez trapues, je dirais, assez ardues, mais voilà, qui permettent de tracer et de s'inscrire dans un chemin. La semaine prochaine, là on change vraiment de sujet. Assemblée constituante ou constitution, c'était un sujet qu'on n'avait pas abordé. On n'avait pas eu le temps d'aborder la semaine dernière. Donc, eh ben, tout est déjà prêt, donc on va pouvoir en parler là. Hein. Et on va voir que ce n'est pas... Voilà, même si les approches peuvent paraître contradictoires, ce qui est important, c'est que nous réunissions, qu'on sorte de cette dualité, de chacun pour soi, et de je reste sur mes positions, etc. Non, là, il y a urgence, la barbarie nous guette. Ça, faut vraiment... Hein. Donc, il faut trouver des solutions. Et il y a une solution pour permettre de faire un bout de chemin ensemble et de mettre en place une 6e République. Malgré tout, même si qu'on soit pour une assemblée constituante ou une constitution, vous saurez ça la semaine prochaine. Alors,
Alors, autre chose qui est important, il y a donc il y a le Gouv qui a été lancé, hein, donc euh, voilà ce que ça c'est le mot de la fin. Ah oui, du coup j'ai pas, ah ouais j'ai fait une bêtise. Donc là voilà, ça c'est les URL que je vous conseille de consulter. Donc, il y a une réflexion intéressante de cette personne-là. Donc là, je vous laisse le temps de voir ça. Voilà. Donc le Gouv, en fait. Donc c'est une interview de Jacques Nikonov, donc le 3 juin sur Sputnik à partir de 17 minutes. Hein. Euh, donc en fait, c'est intéressant parce que ça illustre premièrement, la puissance de travailler au niveau constitutionnel, donc de mettre en place une sixième république, et deuxièmement, que sur des principes simples et forts, et en évitant les astuces du droit et de la rédaction, on peut... euh, c'est toute la différence justement entre le niveau constitutionnel et quand on rentre trop dans les détails et les astuces du droit justement permettent de contourner et de se dire bah, en fait on va pouvoir zigzaguer. Que si on se passe sur des principes et justement dans le préambule en mettant des choses qui sont justement des niveaux des principes et des finalités, des obligations, comme dirait Simone Veil, eh bien on va changer les choses. Donc là par exemple dans le droit constitutionnel, par exemple, il dit par exemple il y a le droit constitutionnel à l'emploi et qui est opposable comme ceux à la santé et à l'éducation. Pas du tout. Parce que si vous regardez bien, et c'est toute l'astuce du droit, justement, c'est que la façon de l'avoir rédigé permet de mettre que le droit, il n'y a pas le droit constitutionnel à l'emploi. Parce qu'il n'est pas opposable. Parce que si on prend l'article correspondant, qui est de la Constitution de 1946, chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. On a le droit d'obtenir un emploi, c'est tout. C'est-à-dire qu'on n'est pas un esclave, quoi, quelque part. C'est tout ce qui est dit. On a le droit d'obtenir un emploi. N'importe qui a le droit d'obtenir. On ne peut pas dire, comme le système de caste, etc., celui-là n'a pas le droit d'avoir un emploi. C'est tout ce qui est dit, c'est rien d'autre. Par contre, si on prend l'article 11, elle, là on parle de la nation, garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Là, le mot n'est pas le même, c'est garanti. Et l'astuce du droit. Là, on a un droit opposable. Parce que dans la Constitution, on a mis justement, là, ce qu'on a garanti, c'est le garantie à la santé et à la retraite. C'est marqué garantie. Pareil, à l'article 13, on a la nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction et à la formation professionnelle. L'égal accès à la... D'accord. Donc du coup, ça c'est l'éducation nationale. C'est le droit à l'éducation. Vous voyez, qui est un droit opposable, puisqu'on dit non, c'est dans les principes fondateurs de la... C'est bien pour ça qu'ils essayent d'attaquer aussi cette constitution, parce que y a, tout, sur l'emploi, bon, ils ont réussi à faire qu'on n'a que la possibilité, le droit d'obtenir, mais bon, rien ne le garantit. Et là, pareil, voilà. Donc c'est pas opposable. On voit bien la différence. Là, il fait un contresens, je dirais, Jacques Nikonov. Donc ce qui montre bien que la Constitution, telle qu'elle est là, les principes qui sont là, c'est vicié. Et puis s'ils ne trouvent pas ça, vous inquiétez pas, ils vont trouver autre chose. Voilà. Donc, je vais revenir peut-être en affichage, voilà. Pour vous parler de, voilà, rejoignez l'initiative, hein, donc c'est sur le site, je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, l'inscription, n'ayez pas peur de vous inscrire, vous ne vous engagez qu'à être informé et à pouvoir débattre et à pouvoir interagir avec l'initiative.
Quoi d'autre pour aujourd'hui? Bah écoutez, voilà, hein, rejoignez l'initiative, participez, envoyez des mails, un mail, même si vous ne voulez pas vous inscrire, vous envoyez un mail à une perspective 6ème République. Visitez le site pour en savoir plus sur l'initiative. Cette vidéo, évidemment, comme toutes celles des Mercredis de l'Espoir, va être disponible sur Facebook, sur YouTube et sur le site internet. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris pas mal de choses et que vous aurez envie de vous engager dans cette perspective. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir.